L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Pierrot, comment vas-tu? Salut les amis, merci de l'accueil. Je reconnais, comme je le disais dans le chat, que j'étais pas sûr du tout à l'origine d'avoir envie de monter, et parce que j'avais plus envie d'écouter. Et puis j'ai vu qu'il y avait personne dans la queue, donc du coup je me suis permis, en particulier par rapport aux questions que tu as posées à Patou, qui ont été aussi passionnantes. Mais comme toujours, il n'y a pas de surprise. Aussi, des fois, ça tape à côté, comme dirait l'autre. Mais il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas d'être humain bête. Un être humain ne sera jamais plus bête qu'une fourmi bête, parce qu'une fourmi bête sera toujours aussi intelligente qu'un être humain intelligent. Du coup, ça commence fort entre la philosophie et les sciences. Tu m'épates, Pierre. Est-ce que tu es d'accord? Tu connais l'exercice, tu es déjà venu une ou deux fois te prêter à l'exercice. Est-ce que tu serais d'accord pour discuter avec le meilleur d'entre nous, Jonathan? Mais si c'est le meilleur, j'ai peur. Oh, il est gentil comme tout. On se retrouve dans 15 minutes, à tout à l'heure. Je t'adore, John. Salut Pierre. Alors, je suis probablement pas le meilleur, mais je suis plus breton que Russell. Donc, je pense que ça devrait déjà être. C'est déjà ça. On a parlé de Van juste avant. Tout est parfait. Est-ce que c'est un live de plouc? Oui, plus précisément de Plouc-sur-Lier. Regarde sur ta carte. Alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Ce soir, ça va très bien, on va dire. Ok. Bon, bah c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et le sujet est passionnant et j'avoue que je suis monté aussi parce que j'aurais espéré que il y ait des gens plus en désaccord avec, plus envie de dire oui non c'est normal de mutiler un enfant. Mais voilà, je me suis permis de monter. Ouais, bah écoute, c'est vrai qu'on accueille un peu tout le monde, hein, y compris les personnes qui seraient totalement pour. Et n'hésitez pas, si vous êtes complètement pour, n'hésitez pas à demander à monter pour venir discuter avec nous. Ça nous intéresse aussi d'essayer de comprendre aussi pourquoi vous êtes pour cela. Bon, il s'avère que pour l'instant ça n'a pas encore été le cas. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dire ok, faut quand même que je monte m'exprimer. Je suis désolé, j'ai eu une petite interruption le temps que tu parles à Russell, donc j'ai pas forcément parfaitement suivi ce que tu disais, donc désolé, peut-être que ça va te faire te répéter. Non, il y a aucun souci. Je suis pas rentré dans le détail. Ce qui m'a fait avoir envie de monter, c'est alors le sujet est passionnant, mais ce qui m'a fait envie de monter, c'est légèrement indirectement le sujet. Le sujet est extrêmement important, je pense, mais c'est plus la question de le pompier face à la police. Tu te retrouves tu es pompier ou médecin ou quoi que ce soit, et la loi interdit le fait de mutiler un enfant. Et dedans, je vais faire une généralisation en ne prenant pas que le cas des petits garçons, même parce que je considère que c'est aussi barbare de mutiler un petit garçon que de mutiler une petite fille. Et donc peut-être que tu voudras revenir sur mon vocabulaire par rapport à ça, mais sur la question, ce qui m'a particulièrement touché dans la discussion juste avant et qui m'a donné envie de monter, c'est une question qui moi me perturbe, c'est comment faire quand on est un médecin. C'est pas mon cas, hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pompier, je ne suis pas urgentiste, mais on est dans cette situation et on se retrouve face à la mise en place de que ce soit illégal de mutiler un petit garçon ou une petite fille.
Mhm. Comment est-ce que une personne qui est là pour sauver des vies doit réagir? Et je pense que la réponse est extrêmement complexe et que je pense que nous avons la chance de vivre dans un pays où même quand quelque chose est fait et qui est ignoble et qu'il y a un appel à l'aide, l'appel à l'aide passe au-dessus de la justice. Et c'est en ça que je pense que c'est profondément lié au sujet, mais extrêmement complexe. Alors, est-ce que je comprends bien si je... alors, je vais peut-être résumer ou trop simplifier ce que tu dis, mais j'ai l'impression que le truc qui t'amène à te questionner aujourd'hui ou qui t'amène la réflexion qui t'amène aujourd'hui, c'est cette problématique du dilemme posé aux médecins entre soigner, optimiser la santé des gens et pratiquer ces actes qui pour toi sont des mutilations. Exactement. Je vais te donner un exemple précis. Tu te retrouves avec un imam qui applique dans une maison privée une mutilation sur un bébé fille. Elle se retrouve à faire une hémorragie. Est-ce que il est souhaitable d'avoir un système de justice qui impose des règles aux médecins qui fassent que cette famille ait peur d'aller voir l'hôpital? Oui, donc si je comprends bien, j'ai un peu l'impression que ce que tu dis, c'est que la complexité de cette question, c'est de dire si les médecins devaient par obligation légale signaler ce genre de choses, ça pousserait les gens ça n'empêcherait pas les gens d'avoir cette pratique, mais ça les pousserait à l'avoir dans des conditions beaucoup moins sécurisées et ça serait pire en fait, c'est ça? Exactement. Je pense que même si ça me révulse la mutilation génitale des petits garçons et des petites filles, et je pense que ça devrait être illégal, je pense que la question que l'on doit se poser derrière, c'est la même question que l'on doit se poser, et je suis vraiment désolé pour les gens que ça va choquer quand je fais cette comparaison, mais avec l'IVG. Je pense que fondamentalement, personne n'est en faveur de l'IVG. Je pense que personne n'a envie de dire à une femme tu devrais te faire avorter. Mais la raison pour laquelle l'IVG est nécessairement légale, et il faut que ça le soit, et il faut que nous défendions le droit à l'IVG de manière absolue, c'est pas seulement pour le droit des femmes à disposer de leur corps, mais aussi pour leur sécurité et la protection de leur vie. Et là où je suis perturbé et là où je n'ai pas de réponse claire, c'est quand on a des pratiques absolument ignobles, telles que ce qui se passe dans la mutilation des petits garçons et des petites filles. Il faut dire que c'est clairement ignoble, mais lorsque il va y avoir un problème médical par rapport à ça, comment fait-on? Imaginons même que on considère que c'est ignoble de le faire dans un hôpital et que ce soit légal quand c'est dit parce que c'est religion, donc il faut l'accepter. Si on se retrouve à ce que les gens le fassent dans leur salle de bain, eh bien, les risques sont aussi horribles. Ça ne veut pas dire que je veux que ce soit légal. Je pense que c'est ignoble. Mais je me retrouve vraiment, personnellement, dans un profond conflit épistémologique dans ma tête lorsque je réfléchis à cette question. Ouais, intéressant. En fait, pour toi, ça rejoint, en fait, si je comprends bien, pour toi, ça rejoint ces dilemmes qui se posent, qui se posent notamment avec l'IVG, et du coup,
c'est quelque chose qui pour toi n'est pas encore tranché, mais du coup c'est intéressant, c'est-à-dire euh, quel genre d'information ou quel genre d'argument serait susceptible de te faire évoluer dans une direction ou dans une autre? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a chez moi une contradiction fondamentale. Je n'ai pas de problème avec l'IVG, mais je pense que l'immense majorité des gens, au moins, ne sont pas en faveur de l'IVG, c'est simplement nécessaire que ce soit légal, comme je le disais. Mmh. Quand on se retrouve face à des pratiques barbares comme la mutilation génitale des enfants, on se retrouve à quelque chose qui est condamnable parce que nous ne sommes plus nous sommes face à de l'abus qui est réalisé par les adultes. La solution, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Imaginons que on fasse en sorte que, oui, les hôpitaux soient dans la nécessité d'accepter et de ne pas appeler la police lorsque ce genre de choses va être faite. Ça ne décourage pas le comportement monstrueux. Si, en revanche, on encourage le personnel médical à dire qu'il y a quelque chose qui a été fait qui est inacceptable, imaginons même que ce soit même pas parce que à la suite de l'opération, on se retrouve face à une personne qui a été mutilée génitalement. Il n'y a pas eu de catastrophe quand ça s'est fait, mais 10 ans après, le petit garçon ou la petite fille qui est devenu un ou une jeune adolescente a besoin d'aller voir le médecin. Et donc, du coup, ça se verra qu'il y a eu cette pratique réalisée. Comment fait-on pour gérer la situation? Est-ce que ça veut dire que, dans ce cas-là, le médecin doit faire comme si de rien n'était? Et est-ce que la loi est réellement en mesure de régler ce genre de problème? Pas un problème davantage culturel, plus fondamental et qui ne peut pas être géré par la loi? C'est la question que je me pose. Et je ne sais pas ce qui pourrait me faire changer d'avis parce que justement, je suis dans le questionnement. Ok. Du coup, en fait, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit dans la problématique que tu évoques. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que on aurait connaissance, est-ce que tu as déjà entendu ou tu as déjà eu connaissance de cas de figure, par exemple, dans d'autres pays, d'autres façons de gérer les choses pour voir si quels impacts ont été quels impacts ça a eu, est-ce que c'était mieux, moins bien, etc. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a déjà eu des pays, est-ce qu'on a connaissance de pays dans lesquels, par exemple, on impose aux médecins de signaler ce genre de choses, ou de pays où dans lequel on fait c'est une autre pratique, ou est-ce que on n'a pas et là c'est la deuxième possibilité, est-ce qu'on n'a pas déjà même eu en France des cas de figure de pratiques qui pourraient finalement être de bonnes analogies? Je pense par exemple peut-être aux pratiques, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais là j'improvise un petit peu, je suis désolé, je sors presque de l'exercice. Je me souviens en bon breton que je suis que dans le passé, il était absolument ordinaire de donner des verres d'alcool aux enfants. Voire même, il me semble que à l'époque de mes grands-parents, les enfants pouvaient amener du vin à l'école pour leur repas. Et aujourd'hui, ce serait quelque chose d'absolument impossible, et je pense qu'un médecin le signalerait. Est-ce que du coup, on pourrait, enfin, ce genre d'analogie pourrait être pour toi des pistes pour alimenter la réflexion, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont fondamentalement différentes pour toi qui font que ce serait de mauvaises analogies?
Alors, si je peux me permettre, John, je pense que ton analogie, même si elle est passionnante, je pense qu'elle est hors sujet parce que je pense que ton analogie est liée à des comportements et des connaissances scientifiques qui étaient différentes. Parce que effectivement, dans les années 1950, de mémoire, si je ne me trompe pas, si je me trompe sur la date, n'hésitez pas à m'insulter dans le chat. Mais il était normal pour les enfants en primaire d'avoir accès à du vin dans la cantine, à l'école. Lorsque des gens ont tenté de l'interdire, les gens disaient mais pourquoi? Puisque c'est bon pour la santé. Nous avons une culture en particulier, pas seulement en Bretagne, mais aussi chez nos voisins en France, de ne pas vouloir par culture reconnaître la dangerosité de l'éthanol pour ne pas être flagué par TikTok. En revanche, je pense qu'on a des comparaisons beaucoup plus actuelles avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça aussi que j'avais l'idée de l'IVG, où les lois deviennent tellement strictes, mais tellement vagues parce qu'elles sont basées sur des convictions religieuses plus que sur une conception médicale, qui fait que il y a depuis l'interdiction nationale, c'est plus compliqué, mais je simplifie, je reconnais, mais l'interdiction nationale aux États-Unis de pratiquer l'avortement reconnu et défendu par l'État fédéral, avec un nombre grandissant de femmes qui sont en danger parce que la grossesse se passe mal, mais que de par les lois à l'encontre de l'avortement, se retrouvent à être en très grand danger. Et de manière générale, en France, lorsqu'on se retrouve face à des cas de consommation de drogue, ce qui se passe, c'est que les pompiers et les médecins ont tendance à essayer de garantir au maximum aux gens qui sont en difficulté. Non, on va pas, on vous inquiétez pas, on va pas appeler les flics. Heureusement. Mais il y a des cas quand même où ça se passe quand c'est trop dangereux et quand ça va être lié aussi à d'autres comportements. Mais ça n'empêche pas la crainte et le fait que beaucoup de gens préfèrent se retrouver à risquer de périr d'overdose chez eux plutôt que de risquer d'appeler un médecin qui pourrait les sauver. Et je pense que il y a le même risque. Et une fois de plus, c'est pas du tout une défense de l'abus qui est fait sur les petits garçons et les petites filles pour des raisons religieuses. Mais je pense que le risque est le même à partir du moment où on va commencer à affirmer que c'est illégal, on va se retrouver avec une augmentation de la mortalité. Et on n'a hélas pas de statistiques. Et j'aimerais qu'on ait des statistiques sur les petites filles en France qui hélas souffrent de cet abus parental pour des raisons religieuses, pour voir la différence lorsqu'il est possible d'appeler un médecin. Ok. Alors, ça fait plus de 15 minutes que l'on échange. Merci pour cet échange qui pointe ce dilemme complexe qui finalement est le dilemme posé aux médecins, qui est de dire comment je place la balance bénéfice-risque entre pratiquer mais assurer la sécurité ou refuser mais peut-être faire prendre des risques parce que la pratique sera maintenue mais dans des conditions sanitaires bien plus catastrophiques et du coup la réponse n'est pas du tout simple, qu'on a des exemples aux États-Unis qui montrent que c'est pas évident et qu'on manque d'informations, si j'ai bien compris, notamment par rapport à ce même type de pratique mais qui aurait lieu chez les petites filles et qui les données sont un peu manquantes en France et qui pourraient peut-être aider un petit peu. Donc voilà, je sais pas si Russell a des questions à emporter. Ouais, j'en ai passablement une, mais elle est un peu tarabiscotée parce que il y avait beaucoup de choses intéressantes
qui a été dite par Pierre. Tu as fait un parallèle qui t'appartient entre la circoncision et l'excision. Aujourd'hui, toi qui aimes la méthodologie, qui fait des recherches, quels sont les arguments que tu aurais pu trouver dans la littérature législative française qui interdit totalement une de ces pratiques et qui tolère totalement l'autre pratique? Alors, je reconnais que là, mon opinion n'est pas du tout basée sur la connaissance de la loi. C'est juste sur ce que je pense que la loi dit. Je suis complètement d'accord avec ça. Et il me semble que pour des raisons religieuses, pour les petits garçons, c'est autorisé. Et je suis presque convaincu que c'est interdit chez les petites filles, parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer que l'excision puisse être autorisée dans la loi en France de quelque manière que ce soit. Mais je reconnais que c'est pas par connaissance des textes. Merci Pierre. Ok. Alors, j'ai pas vraiment de questions à emporter pour cet entretien. Je te prie de m'excuser, j'ai pas forcément été le meilleur questionneur lors de notre échange. Donc, je démontre par là que Russell avait tort. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. J'aurais tendance à être en désaccord avec toi, John, parce que je pense que c'est ma faute, parce que techniquement, si on regarde le sujet, je suis arrivé en parlant un petit peu à côté du sujet, et donc on peut considérer que je suis un parasite et que c'est ma faute. Ben, enfin, en vrai, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi pour le coup. Alors là, on est hors de l'exercice. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve qu'au contraire, on est tout à fait dans le sujet et que c'est juste un aspect particulier de ce sujet. Et je trouve que c'est tout à fait légitime d'en parler et que c'était très bien. Au contraire, moi, ça m'a beaucoup intéressé cet aspect de la problématique. Donc non, je pense pas que c'était hors sujet. Mais je pense sérieusement que je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. J'ai envie que la mutilation génitale des petits garçons et des petites filles soit illégale et même condamnée socialement, et que ce soit quelque chose dont les gens aient honte, parce que je pense que c'est profondément mauvais. Et là, je rejoins plus directement le sujet. Je pense que c'est inadmissible que ce genre de choses soit accepté dans une société qui se prétend laïque. Mais le côté pratique de la réalité fait que qu'est-ce qui est le mieux pour les gens qui ont la possibilité d'en être victimes. Et je n'ai pas de réponse. Et je reconnais que j'arrive dans plus avec l'expression de questions que des affirmations. Et oui, et alors pour le coup, par contre, je trouve que c'est tout à ton honneur, comme plusieurs des intervenants précédents, que de dire, ok, là-dessus, je ne sais pas. Et c'est quelque chose que nous on essaye de. C'est un peu si on doit nous qualifier de militants, Russell et moi sur ces lives, c'est peut-être ça, c'est-à-dire d'assumer, de trouver que c'est normal de dire publiquement, je sais pas. J'ai pas la réponse. Et franchement, merci pour ça. Merci pour ce travail d'honnêteté, parce que je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on réhabilite un petit peu ce truc de se dire, bah oui, des fois on sait pas, en fait. Des fois on n'a pas la réponse et on est là pour réfléchir et c'est pas un problème. Donc merci pour ça. Et dernière chose, juste, est-ce qu'il y a, déjà, est-ce que cet échange, t'as quand même, apporter quelque chose dans ta réflexion, ou est-ce que c'était juste un moyen pour toi d'en faire part à un moment tel qu'elle est aujourd'hui? Alors, je sais pas si je suis en mesure de tirer des nouvelles conclusions ou apporter des nouvelles réflexions par rapport à ma propre réflexion.
mais je pense que de toute façon, avoir l'opportunité d'exprimer ses réflexions, sa propre réflexion avec d'autres et avoir un retour est toujours productif. Et donc, quel que soit, pour ceux qui écoutent, quelle que soit votre opinion ou votre réflexion sur quoi que ce soit, si vous êtes en situation où vous sentez que vous pouvez l'exprimer sans être jugé, même si ça paraît complètement absurde, n'hésitez pas à le faire, parce que même si ça vous donne pas une réponse tout de suite, ça vous exprimer les choses permet de rendre les choses plus claires pour le cerveau, et donc ça vous servira dans le long terme. Et donc je pense que cette discussion m'a aidé par rapport à ça, et j'espère aussi avoir réussi à faire passer le message que quel que soit le sujet, à partir du moment où on parle de ce qui devrait être légal ou illégal, la question est toujours plus complexe que blanc et noir, parce que rien n'est blanc et noir dans notre univers, tout est un spectre. Ce sera ma conclusion. Ok, ben merci beaucoup. Je vais rendre la parole à l'hôte pour qu'il puisse pratiquer le découpage rituel qui te fera descendre. Ben, pour le coup, je vais appeler un rabbin, parce qu'on parle tout le temps de l'islam depuis tout à l'heure, et il n'y a pas que cette religion qui fait la promotion de cet acte spirituel. Donc, Rabbi Russell va te couper du live. Est-ce que tu es prêt, Pierre? Je te demande ton consentement ou pas. Tout dépend de ce que tu coupes. Si tu me coupes juste ma présence sur le live, ça va, mais un autre bout, j'ai pas envie. D'accord. Eh ben, je vais en prélever qu'un petit bout. Ah.